Jean-Claude Bourret, question traditionnelle, qu'on pose à chacun de nos invités. J'ai très peur. Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision que vous n'avez encore jamais dit? Caméra. Ah. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. La question, c'est ce sentiment d'urgence. Il peut être créé. Est-ce que aujourd'hui, ce sont les médias, ce sont les gouvernants qui sciemment utilisent ce procédé de sentiment d'urgence? Et il y a une méthode de management qui s'appelle la conduite du changement et qui repose sur plusieurs principes. Il y a 8 principes qui ont été énoncés par son inventeur John Kotter. Le premier, c'est créer un sentiment d'urgence dans le groupe cible ou dans l'individu cible pour justement le déstabiliser et pour qu'il ait une bonne raison de changer. Si vous n'êtes pas déstabilisé, eh bien vous obéissez à votre habitus, vous continuez à vous comporter comme vous le faisiez hier, avant-hier et ainsi de suite. Et donc pour prendre le contrôle du comportement d'un individu ou d'un groupe, il faut dans un premier temps le déstabiliser pour qu'il y ait une rupture, pour faire une table rase sur son comportement antérieur. Il suffit que l'on pense qu'il y a un problème pour qu'on ait envie de changer, pour qu'on se sente obligé à cause de ce sentiment d'urgence. Le sentiment n'a pas besoin d'être indexé sur le réel, il suffit que nous soyons habités par un stress, de créer un stress pédagogique, en quelque sorte. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Une réponse adaptée. En attendant, beaucoup de gens se demandent ici combien de temps cette quarantaine peut durer et si elle suffira à endiguer l'épidémie. Armes silencieuses pour guerre tranquille. Le document suivant, daté de mai 1979, a été trouvé le 7 juillet 1986 dans un photocopieur IBM acheté à une vente de surplus militaire. Négligence ou fuite intentionnelle, il semble que ce document ait été en la possession des services secrets de l'US Navy. Le document, par sécurité, ne porte pas la signature de l'organisation dont il provient. Mais des recoupements d'informations et de dates laissent supposer qu'il pourrait s'agir du groupe de Bilderberg, un club de réflexion qui rassemble des personnes extrêmement puissantes, des mondes de la finance, de l'économie, de la politique, de l'armée et des services secrets. Le document se présente comme un manuel de programmation de la société, apparemment destiné aux nouveaux membres de l'organisation. Ce document pourrait aussi avoir été écrit par un auteur de science-fiction inspiré ou par un journaliste bien informé. Vrai ou faux, l'important est que les stratégies qui sont décrites ici sont très largement appliquées dans les orientations de l'économie et de la société depuis 30 ans, dans tous les pays occidentaux et avec une remarquable synchronisation. Publié en annexe du livre Behold the Pale Horse de William Cooper. Light Technology Publishing, 1991. Top Secret. Silent Weapons for Quiet Wars. Armes silencieuses pour guerre tranquille. An Introductory Programming Manual. Operations Research Technical Manual. Bienvenue à bord. Cette publication marque le 25e anniversaire de la Troisième Guerre mondiale, appelée guerre tranquille, et conduite en utilisant des armes biologiques subjectives, qualifiées d'armes silencieuses. Sécurité. Il est manifestement impossible de parler d'engineering social ou d'automatisation d'une société, engineering des systèmes d'automatisation sociale ou armes silencieuses, sur une échelle nationale ou internationale sans impliquer de vastes objectifs de contrôle social et de destruction de la vie humaine, c'est-à-dire d'esclavage et de génocide. Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du regard du public. Autrement, il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position de pouvoir importante utiliserait une telle connaissance et une telle méthodologie pour la conquête économique, il doit être compris qu'un état de guerre intérieure existe alors entre ce groupe de personnes et le public. La solution au problème de notre époque requiert une approche impitoyablement franche, sans s'embarrasser de valeurs religieuses, morales ou culturelles.
Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine avec une froide objectivité et encore d'analyser ou de discuter de vos observations et conclusions avec des capacités intellectuelles similaires sans la perte de la discrétion ou de l'humilité. De telles vertus sont exercées dans votre propre intérêt supérieur. Ne déviez pas d'elles. Introduction historique. La technologie des armes silencieuses a évolué à partir d'Operations Research, une méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. Le but original d'Operations Research était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques de défense aérienne et terrestre avec pour objectif l'utilisation effective de ressources limitées contre des ennemis étrangers. Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être utiles pour contrôler totalement une société. Mais de meilleurs outils étaient nécessaires. L'engineering social, l'analyse et l'automatisation d'une société, requiert la mise en relation d'une grande quantité d'informations économiques toujours changeantes, si bien qu'un système ultra rapide de traitement de l'information était nécessaire pour prendre de vitesse la société et prédire quand celle-ci sera parvenue à sa capitulation. Les calculateurs à relais étaient trop lents, mais l'ordinateur électronique inventé en 1946 par J. Presper Eckert et John Mauchly remplit la mission. L'étape décisive suivante fut le développement d'une méthode de programmation par ligne en 1947 par le mathématicien George Dantzig. Puis en 1948, le transistor inventé par Bardeen, Brattain et Shockley promit le champ d'action de l'ordinateur à une expansion rapide grâce à la réduction de l'espace et de l'énergie nécessaire. Avec ces trois inventions sous leur direction, ceux qui étaient en position de pouvoir pressentirent fortement qu'il était possible pour eux de contrôler l'ensemble du monde en appuyant sur un bouton. Immédiatement, la fondation Rockefeller mit ceci en application en subventionnant un cycle d'études de 4 ans au Harvard College, fondant le Harvard Economic Research Project pour étudier la structure de l'économie américaine. Un an plus tard, en 1949, l'US Air Force se joignait au projet. En 1952, la période d'études se termina et une rencontre à haut niveau de l'élite était conduite pour déterminer la prochaine phase des recherches en opérations sociales. Le projet Harvard avait été très fructueux et quelques-uns de ses résultats furent publiés en 1953, suggérant la possibilité d'un engineering socio-économique. Avec la fusion nucléaire en 1954, la promesse de sources d'énergie illimitée à partir de l'hydrogène lourd de l'eau de mer et en conséquence la disponibilité d'un pouvoir social illimité était une possibilité éloignée de seulement quelques décennies. La combinaison était irrésistible. La guerre tranquille fut tranquillement déclarée par l'élite internationale lors d'une rencontre tenue en 1954. Bien que le système des armes silencieuses fût presque conçu 13 ans plus tôt, l'évolution de ce nouveau système d'armes n'a jamais souffert de revers ou de contretemps majeurs. Ce volume marque le 25e anniversaire du début de la guerre tranquille. D'ores et déjà, cette guerre intérieure a remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de fronts à travers le monde. Introduction politique. En 1954, il fut bien reconnu par ceux en position de pouvoir que ce n'était qu'une question de temps, seulement quelques décennies, avant que le public ordinaire soit capable d'atteindre et de renverser le berceau du pouvoir, avant que les éléments essentiels de la nouvelle technologie des armes silencieuses soient accessibles pour une utopie publique comme elles le sont pour fournir une utopie privée. La question de première importance, celle de la dominance, tourna autour du sujet des sciences de l'énergie. L'énergie est reconnue comme la clé de toutes les activités sur Terre. Les sciences naturelles sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie naturelle, et les sciences sociales exprimées théoriquement à travers l'économie sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie sociale. Toutes deux sont des systèmes de comptabilisation des mathématiques. Par conséquent, les mathématiques sont la première science de l'énergie. Toute science est essentiellement un moyen vers un but.
Le moyen est la connaissance, le but est le contrôle. Au-delà de ceci demeure une seule question. Qui sera le bénéficiaire ? En 1954, tel fut le sujet de préoccupation majeure. Bien que les soi-disant questions morales furent soulevées du point de vue de la loi de sélection naturelle, il fut admis qu'une nation ou qu'une population mondiale qui n'utiliserait pas son intelligence ne serait pas meilleure que des animaux qui n'ont pas d'intelligence. De telle sorte sont des bêtes d'élevage par choix et consentement. En conséquence, dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain, avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains de quelques chanceux autodisciplinés et responsables. Afin d'atteindre cet objectif, il était nécessaire de créer, de protéger et d'utiliser de nouvelles armes qui, comme l'avenir le vérifiera, étaient un type d'armes si subtiles et sophistiquées dans leur principe de fonctionnement et leur apparence publique qu'elles obtinrent le nom d'armes silencieuses. En conclusion, l'objectif de la recherche économique, telle qu'elle est conduite par les dirigeants du capital et des industries de biens et services, est l'établissement d'une économie totalement prévisible et manipulable. Afin de parvenir à une économie totalement prévisible, les éléments des classes inférieures de la société doivent être amenés à un contrôle total, c'est-à-dire doivent être mis à la rue, placés sous un joug et assignés à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge, afin qu'ils aient une opportunité de se poser des questions sur la propriété de la matière. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Avec un tel handicap initial, même de brillants éléments des classes inférieures n'ont que peu d'espoir de s'extirper du lot qui leur a été assigné dans la vie. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes. Introduction descriptive des armes silencieuses. Tout ce qui est attendu d'une arme ordinaire est attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs, mais seulement dans sa manière de fonctionner. Elle tire des situations au lieu de balles, propulsées par le traitement des données au lieu d'une réaction chimique, tirant leur origine d'octets d'informations au lieu de grains de poudre, à partir d'un ordinateur au lieu d'un fusil, manipulée par un programmeur d'ordinateur au lieu d'un tireur d'élite, sous les ordres d'un banquier au lieu d'un général d'armée. Elle ne produit pas de bruit d'explosion évident, ne cause pas de dommages physiques ou mentaux évidents et n'interfère pas de façon évidente avec la vie quotidienne sociale de chacun. Elle produit pourtant un immanquable bruit, cause d'immanquables dommages physiques et mentaux, et interfère de façon immanquable avec la vie sociale quotidienne, ou plutôt immanquable pour un observateur entraîné, pour celui qui sait quoi regarder. Le public ne peut pas comprendre cette arme, et donc ne peut pas croire qu'il est attaqué et soumis par une arme. Le public peut instinctivement sentir que quelque chose ne va pas, mais en raison de la nature technique de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment d'une façon rationnelle ou prendre en main le problème avec intelligence. Par conséquent, il ne sait pas comment crier à l'aide et ne sait pas comment s'associer avec d'autres pour se défendre. Lorsqu'une arme silencieuse est appliquée graduellement, les gens s'ajustent, s'adaptent à sa présence et apprennent à tolérer ses répercussions sur leur vie jusqu'à ce que la pression psychologique devienne trop grande et qu'ils s'effondrent. En conséquence, l'arme silencieuse est un type d'arme biologique. Elle attaque la vitalité, les options et la mobilité des individus d'une société en connaissant, comprenant, manipulant et attaquant leurs sources d'énergie sociale et naturelle, ainsi que leurs forces et faiblesses physiques, mentales et émotionnelles. Introduction théorique. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Mayer Amschel Rothschild, 1743-1812.
La technologie actuelle des armes silencieuses est une extension d'une idée simple découverte, succinctement exprimée et effectivement appliquée par Mayer Amschel Rothschild. Monsieur Rothschild découvrit le composant passif manquant de la théorie économique, connu sous le terme d'induction économique. Bien sûr, il ne pensa pas sa découverte en ces termes du XXe siècle, et l'analyse mathématique dut attendre la seconde révolution industrielle, l'avènement des théories physiques et électroniques, et finalement l'invention de l'ordinateur électronique, avant d'être effectivement mise en application dans le contrôle de l'économie mondiale. Énergie, la découverte de M. Rothschild. Ce que M. Rothschild avait découvert était le principe de base du pouvoir, de l'influence et du contrôle sur les gens tel qu'il est appliqué à travers l'économie. Ce principe est: lorsque vous prenez l'apparence du pouvoir, les gens vous le donnent bientôt. M. Rothschild avait découvert que la monnaie ou les comptes de crédit sur dépôt avaient l'apparence requise du pouvoir qui pouvait être utilisé pour induire les gens, en échangeant leur réelle richesse contre une promesse de richesse plus grande. Ils déposeraient des richesses réelles en échange d'une simple lettre de change. M. Rothschild vit qu'il pouvait émettre plus de promesses qu'il ne pouvait en rembourser, aussi longtemps qu'il pourrait montrer un stock d'or pour rassurer ses clients. M. Rothschild prêta ses lettres de promesses aux particuliers et aux États. Cela devait créer une confiance excessive, après quoi il rendrait l'argent plus rare, resserrerait le contrôle du système et collecterait les avoirs contractuellement garantis. Le cycle fut ensuite répété. Ces pressions pourraient être utilisées pour initier une guerre. Il aurait ensuite le contrôle de la disponibilité de la monnaie pour déterminer le vainqueur de la guerre. Le gouvernement qui accepterait de lui donner le contrôle de son économie obtiendrait son soutien. Le remboursement des dettes serait assuré par l'aide économique à l'ennemi de l'emprunteur. Le profit généré par cette méthode économique permit à M. Rothschild de multiplier sa fortune. Il découvrit que l'avidité du public permettrait à la monnaie d'être imprimée par le gouvernement au-delà des limites de remboursement en métal précieux ou en production de biens et services. Dans un tel système, le crédit, présenté sous une forme appelée monnaie, a l'apparence du capital, mais n'est en fait que du capital négatif, du découvert. Extérieurement, cela a l'apparence de la production de services, alors que ce n'est en réalité que de la dette, de l'endettement. C'est donc une inductance économique ou incitation économique au lieu d'une capacitance économique, capacité de production réelle. Et faute d'être équilibré d'une autre façon, cela doit être équilibré par la destruction de populations, guerre, génocide. La totalité des biens et services représente le capital réel, appelé production nationale brute, produit national brut, et la monnaie peut être imprimée à un niveau équivalent en continuant de représenter la capacitance économique, mais la monnaie imprimée au-delà de ce niveau est soustractive, introduit de l'inductance économique et constitue des notes de créance et de l'endettement. La guerre est donc l'équilibre du système obtenu en tuant les vrais créditeurs, le public à qui on a dit d'échanger ses véritables valeurs contre de la monnaie surévaluée, et en ayant recours à tout ce qui reste des ressources de la nature et de la régénération de ces ressources. M. Rothschild avait découvert que la monnaie lui donnait le pouvoir de réarranger la structure économique à son propre avantage, de déplacer l'inductance économique vers celle des positions économiques qui encourageraient la plus grande instabilité économique ou oscillation. La clé finale du contrôle économique dut attendre qu'il y eut suffisamment de données et un équipement informatique rapide pour garder un regard rapproché sur les oscillations économiques créées par le price shocking et l'excès d'énergie sous forme de crédit papier, inductance, surinflation. Découverte décisive. Le champ de l'industrie aéronautique fournit la plus grande évolution en engineering économique par la voie de la théorie mathématique du shock testing. Dans ce procédé, un projectile est tiré à partir d'un avion vers le sol et l'impulsion du recul est mesurée par des capteurs de vibration disposés sur la carlingue et branchés à des graphes enregistreurs. En étudiant l'écho ou les réflexions de l'impulsion de recul sur l'avion, il est possible de découvrir les vibrations critiques dans la structure de l'avion.
Du point de vue de l'engineering, cela signifie que les forces et les faiblesses de la structure d'un avion en termes d'énergie vibratoire peuvent être découverts et manipulés. Application en économie. Pour utiliser cette méthode de shock testing aéronautique dans l'engineering économique, les prix des produits sont soumis à un choc et la réaction du public est mesurée. L'écho résultant du choc économique est interprété théoriquement par des ordinateurs et la structure psycho-économique est ainsi découverte. C'est par ce procédé qu'est découvert ce qui définit le ménage familial et rend possible son évaluation. Dès lors, la réponse du ménage au choc futur peut être prédite et manipulée, et la société devient alors un animal bien régulé avec ses reins sous le contrôle d'un système sophistiqué de comptabilité de l'énergie sociale régulé par ordinateur. Finalement, chaque élément individuel de la structure en vient à être sous le contrôle d'un ordinateur à travers la connaissance des préférences personnelles. Une telle connaissance étant garantie par l'association informatique du code-barre avec des consommateurs identifiés via le numéro de carte de crédit et plus tard par le tatouage permanent sur le corps d'un numéro invisible sous la lumière ambiante ordinaire. Le modèle économique. Le Harvard Economic Research Project, 1948 à nos jours, était une extension d'Operation Research. Son propos était de découvrir la science du contrôle d'une économie, au départ l'économie américaine, puis l'économie mondiale. Il fut pressenti qu'avec suffisamment de bases mathématiques et de données, il serait bientôt facile de prédire et de contrôler la tendance d'une économie, aussi bien que de prédire et de calculer la trajectoire d'un projectile. Ceci s'est effectivement avéré être le cas. Plus encore, l'économie a été transformée en un missile guidé vers une cible. Le but immédiat du projet Harvard était de découvrir la structure économique. Quelle force modifie cette structure? Comment le comportement de la structure peut être prédit et comment il peut être manipulé? Ce qui était recherché était une connaissance bien organisée des structures mathématiques et des interrelations d'investissement, de production, de distribution et de consommation. Pour faire un résumé de tout cela, il fut découvert qu'une économie obéissait aux mêmes lois que l'électricité, et que toutes les théories mathématiques, ainsi que le savoir-faire pratique et informatique développé dans le domaine électronique, pouvaient être directement appliqués dans l'étude de l'économie. Cette découverte ne fut pas proclamée ouvertement, et ses implications les plus subtiles furent et sont encore un secret soigneusement gardé, comme par exemple le fait que dans un modèle économique, la vie humaine est mesurée en dollars, ou qu'une étincelle électrique générée à l'ouverture d'un interrupteur connecté à un inducteur actif est mathématiquement analogue à l'initiation d'une guerre. Le plus grand obstacle rencontré par les théoriciens de l'économie fut la description précise du ménage en tant qu'industrie. Ceci est un défi parce que les achats du consommateur sont une affaire de choix qui est lui-même influencé par le revenu, les prix et d'autres facteurs économiques. Cet obstacle fut levé par un moyen indirect et statistiquement approximatif en utilisant le shock testing pour déterminer les caractéristiques courantes appelées coefficients techniques courants d'une industrie de biens ménagers. Finalement, parce que les problèmes en économie théorique pouvaient être traduits très facilement en problèmes d'électronique théorique, et la solution traduite à son tour en sens inverse, il s'ensuivit que seul un livre de traduction linguistique et de définition de concepts avait besoin d'être écrit. Le reste pouvait être trouvé dans les travaux ordinaires en mathématiques et électronique. Cela rend inutile la publication d'un livre sur l'économie avancée et simplifie considérablement la sécurité du projet. Le shock testing économique. L'une des méthodes d'évaluation des coefficients techniques d'une industrie de transformation consiste à soumettre le prix des produits à un choc et à noter les changements dans les ventes de tous les produits. Non seulement le prix des produits, mais aussi la disponibilité du travail peut être utilisé comme moyen de shock testing. Les grèves fournissent d'excellents shock tests d'une économie, en particulier dans les secteurs de services critiques comme le transport routier, les communications, les services urbains collectifs, énergie, eau, ramassage des ordures, etc.
Grâce au shock testing, il fut découvert une relation directe entre la disponibilité du flux d'argent dans une économie et la réponse d'une masse de gens en fonction de cette disponibilité. Par exemple, il y a une relation quantitative mesurable entre le prix de l'essence et la probabilité qu'une personne fasse l'expérience d'un mal de tête, ou ressente l'envie de voir un film violent, fumer une cigarette ou aller à une taverne pour une chope de bière. Le plus intéressant est qu'en observant et mesurant les modèles économiques par lesquels le public essaie de fuir ses problèmes et s'échapper de la réalité et en appliquant la théorie mathématique d'Operations Research, il est possible de programmer des ordinateurs pour prédire la plus probable combinaison d'événements créés, c'est-à-dire les chocs, qui amèneront à un contrôle complet et à la subjugation du public à travers une subversion de l'économie publique. En agitant l'arbre à prunes. Consentement. La première victoire. Un système d'armes silencieuses opère à partir de données obtenues d'un public docile par des moyens légaux. Davantage d'informations est rendu disponible pour les programmeurs des systèmes d'alarmes silencieuses à travers l'Internal Review Service, la fameuse IRS, voire étude de la structure de l'économie américaine pour une liste de sources IRS. L'information consiste en la livraison obligatoire de données bien organisées contenues dans les formulaires de taxes fédéraux ou nationaux, collectées, assemblées et présentées par les payeurs de taxes et les employeurs. De plus, le nombre de tels formulaires soumis à l'IRS est un indicateur utile du consentement du public, un facteur important dans la prise de décision stratégique. D'autres sources de données sont exposées dans la courte liste d'inputs. Les coefficients de consentement sont un feedback numérique indiquant le statut de victoire. Base psychologique, 2 points. Quand le gouvernement est capable de collecter des taxes et de dimensionner la propriété privée sans juste compensation, c'est une indication que le public est mûr pour se rendre et consentir à sa mise en esclavage et à son asservissement légal. Un bon indicateur facilement quantifiable de temps plus dur à venir est le nombre de citoyens publics qui payent une taxe sur le revenu en dépit d'un manque évident de réciprocité ou de service honnête de la part du gouvernement. Diversion, la stratégie première. L'expérience a montré que la méthode la plus simple pour rendre efficace une arme silencieuse et gagner le contrôle du public est de maintenir le public ignorant des principes basiques des systèmes d'un côté, tout en le gardant dans la confusion désorganisée et distrait avec des sujets sans importance réelle de l'autre côté. Ceci est obtenu en décourageant l'activité de leurs esprits, sabotant leurs activités mentales, fournissant des programmes d'éducation de basse qualité en mathématiques, logique, design des systèmes et économie, et en décourageant la créativité. 2. En encourageant leurs émotions, augmentant leur égocentrisme et leur goût pour les activités émotionnelles et physiques. En petit a, multipliant des affronts et attaques émotionnelles, viols mentales et émotionnels, au moyen d'un barrage constant de violence, de guerre, de sexe dans les médias, en particulier la TV et les journaux. B. Leur donnant ce qu'ils désirent en excès, la junk food pour l'esprit, et en les privant de ce dont ils ont réellement besoin. 3. En réécrivant l'histoire et la loi, et soumettant le public à des distractions en étant ainsi capable de déplacer leurs pensées de leurs besoins personnels vers des priorités extérieures hautement fabriquées. Ceci prévient leur intérêt à leur découverte possible des armes silencieuses et de la technologie d'automatisation sociale. La règle générale est qu'il y a un profit dans la confusion. Plus la confusion est grande, plus le profit est grand. Ainsi, la meilleure approche est de créer des problèmes et ensuite d'offrir des solutions. Sommaire de la diversion. Médias, enseignement, spectacle, travail. Médias. 2 points. Garder l'attention du public adulte distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Enseignement. Garder le public ignorant des véritables mathématiques, de la véritable économie, de la véritable loi et de la véritable histoire. Spectacle. Maintenir le divertissement public en dessous du niveau de la 6e. Travail. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser. De retour à la ferme avec les autres animaux. Table des stratégies. Faites ceci pour obtenir ceci. Alors, faites ceci. Gardez le public ignorant. Pour obtenir ceci, moins d'organisation publique. Faites ceci. Créez de la préoccupation. Pour obtenir ceci, moins de défense. Attaquez la cellule familiale pour contrôler l'éducation de la jeunesse.
Donner moins de cash et plus de crédit ou d'indemnité. Plus de laisser-aller et plus de données. Conformité sociale égale simplicité de la programmation informatique. Minimiser la protestation contre les taxes et vous obtiendrez un maximum de données économiques, un minimum de problèmes de contraintes. Stabiliser le consentement pour obtenir la simplicité des coefficients. Établir des conditions cadres pour obtenir la simplicité des problèmes, la simplicité dans les solutions des équations différentielles. La justesse du timing pour avoir moins de décalage et de flou dans les données. Maximiser le contrôle pour avoir une résistance minimum au contrôle. Logistique. L'application avec succès d'une stratégie requiert une étude attentive des entrées, sorties de la stratégie reliant les entrées aux sorties et des sources d'énergie disponibles pour remplir cette stratégie. Cette étude est appelée logistique. Un problème logistique est étudié au niveau élémentaire d'abord, puis les niveaux de complexité plus grands sont étudiés en tant que synthèse des facteurs élémentaires. Cela signifie qu'un système donné est analysé, c'est-à-dire décomposé en ses sous-systèmes, ceux-ci étant à leur tour analysés jusqu'à ce que par ce processus on parvienne à l'atome logistique, c'est-à-dire l'individu. Courte liste en entrée, donc courte liste d'inputs. Questions auxquelles on doit répondre. Quoi, quand, où, comment, pourquoi. En fait, vous avez compris ici qu'il s'agissait de programmation. Donc c'est les inputs. Quoi, quand, où, comment, pourquoi, qui. Source d'information générale, écoute téléphonique, surveillance, analyse des ordures, comportement des enfants à l'école, standard de vie selon la nourriture, l'habillement, l'habitat, les moyens de transport, contacts sociaux, téléphone, enregistrement d'appels répertoriés, famille, certificat de mariage, de naissance, etc. Amis, associés, adhésion à des associations, affiliation politique, la trace de papier personnel, habitude personnelle d'achat, chèque bancaire, achat par carte de crédit marqué, association de la carte de crédit avec le code barre des produits, Universal Product Code, Universal Product Code, UPC, possession, c'est-à-dire les actifs, compte chèque, compte sur livret, dépôt dans un coffre de banque, business, automobile, action en bourse. Les handicaps, à savoir ce sont des passifs, emprunt, crédit à la consommation. Les ennemis, voire source légale, source gouvernementale, aide sociale, sécurité sociale, indemnité de chômage, subvention et bourse, source gouvernementale, le fisc, à savoir l'Internal Revenue Service, l'OSHA, le Census Bureau, les statistiques et le recensement. Autres sources gouvernementales, surveillance du courrier postal, type d'habitude, programmation, force et faiblesse, activité, sport, hobby, peur, angoisse, relevé hospitalier, sensibilité aux médicaments, réaction à la douleur, etc. Relevé psychiatrique, peur, angoisse, phobie, adaptabilité, réaction aux stimuli, violence, suggestibilité ou hypnose, souffrance, plaisir, amour et sexe. Comportement adaptatif, consommation d'alcool, consommation de drogue, divertissement, spectacle. Facteurs religieux influençant le comportement, autres méthodes pour s'échapper de la réalité. Sensibilité politique, conviction, contact, position, force-faiblesse, projet, activité. Input légaux, contrôle du comportement, enregistrement des tribunaux, procès-verbaux, policiers. Infraction routière, dénonciation faite à la police. Tout ça, c'était donc la liste des inputs. Comment en fait programmer les logiciels. Courte liste d'outputs. Création de situations contrôlées, manipulation de l'économie et de la société. On va se servir des inputs pour faire le logiciel. Et en sortie, vous avez donc les outputs, c'est-à-dire à quoi va servir le logiciel. Donc, le logiciel va servir à allouer des opportunités, détruire des opportunités, contrôler l'environnement économique, contrôler la disponibilité des matières premières, contrôler le capital, contrôler les taux bancaires, contrôler l'inflation de la monnaie, contrôler la possession de la propriété, contrôler la capacité industrielle, contrôler la fabrication, contrôler la disponibilité des biens de consommation, contrôler le prix des biens de consommation, contrôler les services, la force de travail, contrôler les paiements à des fonctionnaires du gouvernement, contrôler les fonctions juridiques, contrôler les fiches et données personnelles, contrôler la publicité, contrôler le contact avec les médias, contrôler le matériel disponible pour la réception TV, détourner l'attention des problèmes réels, encourager les émotions, créer le désordre, le chaos et l'aliénation mentale, contrôler l'élaboration de formulaires de taxes plus détaillés, contrôler le stockage de l'information, développer les analyses des profils psychologiques sur les individus,
contrôler les facteurs sociologiques, contrôler les possibilités de richesse, faire du faible une proie, neutraliser les forces, drainer la richesse et la substance. Voilà pourquoi il nous faut une puce RFID. L'utérus artificiel. Dès le moment où une personne quitte l'utérus de sa mère, ses efforts de tous les instants sont consacrés à construire et à maintenir des utérus artificiels dans lesquels se retirer ou des formes variées de coquilles protectrices de substitution. L'objectif de ces utérus artificiels est de fournir un environnement stable pour à la fois l'activité stable et instable, de fournir un habitat pour le processus évolutif de croissance et de maturité, c'est-à-dire la survie, de fournir de la sécurité pour la liberté et de fournir une protection défensive contre une activité offensive. C'est un petit peu comme un incubateur, on parle aujourd'hui d'incubateur d'entreprise. Ceci est vrai à la fois pour le public ordinaire et pour l'élite. Toutefois, il y a une différence fondamentale dans la façon dont chacune de ces classes aborde la solution au problème. La structure politique d'une nation, à savoir la dépendance. La première raison pour laquelle les citoyens individuels d'un pays créent une structure politique est un désir subconscient de perpétuer la relation de dépendance de leur enfance. Exposés simplement, ils veulent un ange gardien pour éliminer tout risque de leur vie, poser un poulet sur la table de chaque dîner, habiller leur corps, les border dans le lit le soir et leur dire que tout ira bien quand ils se réveilleront le lendemain matin. La demande du public est incroyable, alors l'ange gardien, le politicien répond à l'incroyable par l'incroyable, en promettant le monde sans rien apporter. Donc, qui est le plus grand menteur, le public ou l'ange gardien? Le business angel. Le comportement du public est dominé par la peur, la paresse et la facilité. Ceci est la base de l'État-providence en tant qu'arme stratégique utile contre un public écœurant. Action offensive. La plupart des gens veulent être capables de soumettre et ou de tuer d'autres êtres humains qui dérangent leur vie quotidienne, mais ne veulent pas avoir à affronter les problèmes moraux et religieux qu'un tel acte de leur part pourrait engendrer. Par conséquent, ils assignent le sale travail aux autres, incluant leurs propres enfants, comme pour garder le sang hors de leurs mains. Ils s'extasient sur le sauvetage d'animaux par des humains, et puis s'assoient devant un délicieux hamburger dans un taudis repeint en blanc, en bas de la rue et hors de vue. Mais encore plus hypocrite, ils paient des taxes pour financer une association professionnelle d'hommes célèbres, collectivement appelés politiciens, et puis se plaignent de la corruption dans le gouvernement. Responsabilité. Encore une fois, la plupart des gens veulent être libres de faire les choses, explorer, etc. Mais ils ont peur d'échouer. La crainte de l'échec est manifestée par l'irresponsabilité, en particulier en déléguant ses responsabilités personnelles à d'autres, là où le succès est incertain ou comporte des obligations que la personne n'est pas préparée à accepter. Ils veulent l'autorité, racine étymologique de hauteur, mais ils n'accepteront aucune responsabilité ou obligation. En conséquence, ils chargent les politiciens d'affronter la réalité pour eux, ce qui n'est pas fait. En résumé, le peuple mandate les politiciens afin que le peuple puisse obtenir la sécurité sans avoir à l'organiser, obtenir l'action sans avoir à y réfléchir, infliger le vol, les blessures et la mort à d'autres sans avoir à contempler la vie et la mort, éviter la responsabilité pour leurs propres intentions, obtenir les bénéfices de la réalité et de la science sans s'exercer eux-mêmes à la discipline d'affronter ou d'apprendre l'une ou l'autre de ces choses. Ils donnent aux politiciens le pouvoir de créer et de diriger une machine de guerre Ils donnent aux politiciens le pouvoir de créer et de diriger une machine de guerre pour pourvoir à la survie de la nation, c'est-à-dire de l'utérus, empêcher l'empiètement de quoi que ce soit sur la nation, c'est-à-dire l'utérus, détruire les ennemis qui menacent la nation, c'est-à-dire l'utérus, détruire ceux des citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas au respect de la stabilité de la nation, c'est-à-dire de l'utérus. Relation du flux dans le temps et oscillation autodestructive. Une industrie type peut être symbolisée électroniquement de plusieurs manières. La plus simple est de représenter la demande par un voltage et l'offre par un courant. Quand ceci est fait, la relation entre les deux devient ce que l'on appelle une admission, qui peut résulter de trois facteurs économiques. Petit 1, le flux rétrospectif, petit 2, le flux présent et petit 3, le flux prévisionnel. Donc flux rétrospectif, flux présent et flux prévisionnel. Donc passé, présent, futur. Le flux prévisionnel, donc le flux futur, est le résultat de la propriété des entités vivantes qui fait que l'énergie, c'est-à-dire la nourriture, est stockée pour une période de basse énergie, c'est-à-dire pour la saison d'hiver.
Dans une industrie de production, il prend différentes formes. L'une d'elles est connue sous le nom de stock de production ou inventaire. En symbolique électronique, ce type de demande industrielle, pure industrie de capital, est représenté par la capacitance et le stock ou ressource est représenté par une charge stockée. La satisfaction d'une demande industrielle souffre d'un décalage à cause de l'effet de remplissage des stocks. Le flux présent n'implique idéalement aucun délai. Il est à proprement parler de l'input du jour pour de l'output du jour, un flux de la main à la bouche, flux tendu. En symbolique électronique, ce type de demande industrielle est représenté par une conductance qui est alors une simple valve économique, un élément dissipatif. Le flux du passé ou flux rétrospectif est connu comme habitude ou inertie. En électronique, ce phénomène est caractéristique d'un inducteur, pure industrie de service, dans lequel un flux de courant équivalent économique, le flux d'argent, crée un champ magnétique équivalent économique la population humaine active qui, si le courant, flux d'argent, commence à diminuer, disparaît par la guerre pour maintenir le courant, flux d'argent-énergie. D'autres alternatives importantes à la guerre en tant qu'inducteur économique sont un programme d'assistance sociale sans fin ou un énorme mais fructueux programme spatial. Le problème dans la stabilisation d'un système économique est qu'il y a trop de demandes à cause de trop d'avidité et trop de population. Il faut donc réduire la population et réduire les besoins. Cela crée une inductance économique excessive qui peut seulement être équilibrée par de la capacitance économique, vraie ressource ou valeur, c'est-à-dire biens et services. Le programme d'assistance sociale n'est rien de plus qu'un système d'équilibrage basé sur un crédit sans fin, qui crée une fausse industrie de capital pour donner à des gens non productifs un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture dans leur estomac, les fameuses subventions. Cela peut être utile toutefois parce que les récipients deviennent la propriété de l'État, en retour pour le cadeau, une armée prête pour l'élite, les moutons dépendants des subventions. Ceux qui sont accrochés à la drogue économique doivent aller vers l'élite pour avoir une dose. En cela, la méthode d'introduction de montants importants de capacitance stabilisatrice s'applique en empruntant sur le futur crédit du monde. Le banquier est l'ami du socialiste. Ceci est une quatrième loi de mouvement et consiste en l'accomplissement d'une action et en quittant le système avant que la réaction produite ne revienne au point de départ de l'action, réaction différée. Le moyen de survivre à une réaction est de changer le système avant que la réaction ne puisse intervenir. Par ce moyen, le politicien devient plus populaire de son temps et le public paye plus tard. En fait, la mesure d'un tel politicien est le temps de délai. La même chose est accomplie par le gouvernement en imprimant de la monnaie au-delà des limites du produit national brut, un processus économique appelé inflation. Phénomène d'argent-dette. Cela met une grande quantité d'argent entre les mains du public et maintient un équilibre contre leur avidité, crée une fausse confiance en eux-mêmes et pour un moment tient le loup loin de la porte. Pyramide de Ponzi. Réserve fractionnaire. Il peut éventuellement revenir à la guerre d'équilibrer le compte, parce que la guerre est simplement en dernier ressort l'acte de détruire le créditeur et les politiciens sont les vedettes publiquement chargées de justifier l'acte et de garder la responsabilité du sang loin de la conscience du public. Voir la section sur les facteurs de consentement et la structuration socio-économique. Si les gens se souciaient réellement de leur prochain, ils contrôleraient leurs appétits, à savoir avidité, procréation, etc., afin qu'ils puissent ne pas avoir à compter sur un crédit ou un système d'assistance sociale. Puisque la majorité du public ordinaire n'exercera pas une telle restriction, il n'y a que deux alternatives pour réduire l'inductance économique du système. Petit 1. Laisser le peuple s'entretuer dans la guerre, ce qui aura pour seul résultat la destruction totale de la vie sur Terre. Petit 2. Prendre le contrôle du monde par l'utilisation d'armes silencieuses économiques sous la forme d'une guerre tranquille et réduire l'inductance économique à un niveau sûr par un processus d'esclavage et de génocide. Cette deuxième option a été retenue comme la meilleure option évidente. C'est donc la guerre silencieuse, le puçage des gens. À ce point, il doit être clair comme du cristal pour le lecteur pourquoi le secret absolu est nécessaire à propos des armes silencieuses. Le public ordinaire refuse d'améliorer sa propre mentalité et sa foi en son prochain. Il est devenu une horde de barbares proliférants et à proprement parler un fléau sur la face de la terre.
Ils ne se soucient pas de la science économique pour apprendre pourquoi ils n'ont pas été capables d'éviter la guerre en dépit de la moralité religieuse, et leur refus religieux ou autogratifiant de traiter les problèmes planétaires rend la solution de ces problèmes hors de leur portée. Ceci est laissé aux quelques-uns qui veulent réellement penser et survivre comme les plus aptes à survivre et résoudre les problèmes pour eux-mêmes comme pour ceux qui sont réellement conscients. Autrement, la révolution publique d'alarme silencieuse détruirait leur seul espoir de préserver la graine de la future véritable humanité.